Bienvenue à vous pour ce dernier jour du Mondial Auto. Bienvenue à vous aussi sur Mobility TV, sur la chaîne YouTube du Mondial de Paris. Dernière journée, c'est celle où il y a le plus de monde. Si vous regardez tout autour de vous, on peut vous assurer que c'est la journée d'affluence. En même temps, c'est aussi les vacances. Les amoureux de la voiture sont déplacés en masse et c'est pour ça qu'il est l'heure de faire le bilan du Mondial Auto Paris 2022. On va le faire avec le maître de séance, celui qui nous accueille, qui nous invite en tout cas, celui qui a tout organisé, Serge Gachot. Bonjour à vous. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour Directeur à tous. du Mondial de Paris. Vous voyez, il y a tellement de monde, on va avoir besoin que pendant toute l'interview, toute l'émission, vous colliez le micro à votre menton. C'est la meilleure façon pour que tout le monde vous entende. Nous sommes aussi avec nos autres invités à qui on va donner la parole dans quelques instants. Christophe Prévost, bonjour à vous. Bonjour à toutes et tous. Directeur du commerce France de Peugeot, autre marque française qui est venue justement au Mondial dans quelques instants. On vous demandera votre bilan chez Peugeot du Mondial. Nous sommes aussi avec Antoine Desferré dans quelques instants, cofondateur de Tolv. Tolv, qu'on présente en un mot à ceux qui nous ont rejoints. Tolv, c'est... On convertit des véhicules thermiques existants en véhicules 100% électriques pour les professionnels et pour les collectivités. Exactement. Et on a reçu le prix de l'innovation lundi, d'où notre présence maintenant. Bravo à vous. Merci en tout beaucoup. cas, le prix de l'innovation, bravo à vous. Revenons déjà avec Serge Gachot pour ce bilan. On l'a attendu pendant 4 ans, je l'ai dit. On a eu des doutes par moments, c'est vrai, parce que 4 ans, c'est long et que parfois, on peut se dire que le monde a tellement changé. On entend tellement de choses sur l'automobile qu'on pourrait voir moins de monde. Parlons du bilan en termes d'affluence. J'ai bien dit d'affluence. Est-ce que le monde est en rendez-vous? Oui, enfin, il suffit de regarder autour de nous, mais je dirais que même pendant la semaine, c'était bien rempli. Là, on peut dire de manière assez précise qu'on aura un atterrissage autour de 400 000 visiteurs. 400 000 visiteurs, un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, ça dépend de l'affluence d'aujourd'hui. Ça dépend de vous aussi, vous pouvez passer quelques coups de fil. Voilà, on ferme à 19h, mais il ne faut plus trop traîner maintenant. Il y a encore de la place, il y a surtout encore des véhicules, des solutions, des innovations à montrer. Est-ce que c'est un bilan qui est satisfaisant pour l'organisateur que vous êtes? Oui, très, d'autant que là, cette édition, on avait une journée presse et 6 journées publiques. Bon, la journée presse, il y avait 6500 visiteurs, c'était surtout vous, les journalistes, les exposants, et là, donc, c'est sur 6 jours de salon. Donc c'est vraiment. C'est un bon objectif. Si on fait le calcul, on le fera plus tard quand on aura la calculette. Vous attendiez quoi de ce mondial? Les objectifs primordiaux, ceux que vous aviez lorsque vous êtes dit en 2022, on refait le Mondial Auto de Paris. On s'est dit que, je dirais, on voulait que ça soit une fête de l'automobile, tout d'abord. Ça, c'était très important. C'est un événement populaire et ça le reste toujours. Voilà, ça, c'était très important. Et on voulait aussi être la vitrine vraiment d'une industrie très innovante, vertueuse en termes d'émissions de CO2 et la vitrine de l'automobile de demain. Mais demain, dans un avenir proche, pas les voitures volantes et tout ça. Donc ça, c'était vraiment les challenges. Et en termes d'indicateurs, donc nombre de visiteurs, oui, on voulait au moins 300 000 visiteurs. Ça, c'est fait. Voilà, de nombreuses marques. De nombreuses marques. Là, on en a une soixantaine. De constructeurs, on aurait aimé en avoir, je dirais, un peu plus. Et on voulait aussi avoir des exposants très satisfaits. On a vraiment notre fil conducteur, ça a été leur retour sur investissement. Oui, le retour sur investissement, parce que c'est important de le rappeler. Pour un organisateur du mondial, c'est un investissement que de venir, mais pour aussi ceux qui exposent, on sera avec le directeur du commerce France de Peugeot dans un instant, c'est aussi un investissement pour les constructeurs. Donc c'est pour ça aussi, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ont hésité, qui ne sont pas venus? Il faut leur passer le message quand même. Oui, d'autant que les indicateurs sont assez exceptionnels. C'est-à-dire que dans le retour sur investissement, il y a 2 choses. Essayer de faire moins cher à l'entrée, voilà, pour les uns et les autres. Donc, vous avez remarqué, les stands sont quand même plus petits que ce que ça a été à la période, dans le hall 1, avec des stands énormes. On a recommandé fermement de ne pas construire de mezzanine. Bon, il se trouve que Renault l'avait déjà fait pour Munich il y a un an. On n'allait pas leur dire, vous faites un stand. C'est ça. Donc ça, c'est important. Et puis après, vraiment, on a dit aux uns et aux autres, et du coup, je serais très intéressé d'avoir vos échos. N'hésitez pas à vendre, prendre des commandes, faire des essais routiers. Nous, ça ne marche pas le digital dans notre écosystème. On a besoin de voir, toucher, s'asseoir dans les voitures, essayer. Je dirais un mot des essais parce qu'on a des indicateurs très intéressants. Et sincèrement, j'ai été faire tous les jours, j'ai été faire le tour pendant 2 heures, 2 heures et demie chaque jour des exposants, poser des questions, écouter, échanger. Et j'ai même pas trouvé un exposant qui n'était pas très satisfait à la fois de la partie business, vente, mais aussi des contacts. Et notamment le retour. B2B aussi. Vous avez entendu l'accord hier entre Opium et le Crédit Agricole qui a été annoncé. Consumer Finance. Voilà, il y a eu beaucoup
de deals comme ça qui se sont faits pendant le mondial, de gens qui ne se connaissaient même pas avant, qu'on a présentés, qui se sont rencontrés. C'est assez extraordinaire. Et qui ont signé justement B2B, on le rappelle, ça veut dire business to business. On va parler, tiens, du bilan. On va faire aussi un bilan pour la marque Lyon quand même, qui est une marque prestigieuse en France. On roule en Peugeot en général pour une bonne partie des Français. On a eu un chiffre de vos concurrents de la marque Orange avant. Ils ont vendu 500 voitures. C'est ce qu'ils disaient à ce stade. C'est pas terminé. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre bilan, pas forcément chiffré selon ce que vous avez, de ce mondial pour Peugeot? Alors, moi, je vais peut-être vous paraître surprenant, mais le premier bilan, c'est le sourire de nos équipes qui ont été absolument ravis de voir du monde. Et un autre sujet qui est un sujet permanent en ce moment, c'est une certaine confusion qui existe entre les différentes solutions technologiques. Et ça a été pour eux l'occasion aussi de conseiller des clients, de leur apporter un certain nombre de précisions sur telle ou telle technologie, hybride rechargeable, etc. Et donc ça, c'est un bilan pour le compte qui est extrêmement positif. Vous avez fait de la pédagogie pendant une semaine avec les visiteurs pour leur expliquer, ils vous demandaient à quoi je roulerais, comment je roulerais, est-ce que je posséderais, quelle solution je prendrais? Cette pédagogie, elle dure depuis 1 an et demi. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'occasion d'un salon où il y a énormément de monde qui passe, et pas simplement des clients qui sont habitués à nous rencontrer, c'est aussi l'occasion d'évangéliser un petit peu plus cette connaissance sur les solutions technologiques proposées dans l'automobile. Et ça, cette connaissance, justement, les solutions technologiques chez Peugeot, on peut en parler aussi. On va parler d'abord de ce que vous avez montré, parce que chaque constructeur vient avec des véhicules. Ça paraît banal de le dire, mais c'est important. Quelle était la plus importante surprise que vous vouliez faire à ceux qui venaient? Qu'est-ce qu'on devait venir voir chez Peugeot lorsqu'on passait à votre stand? Alors indiscutablement, la nouvelle 408, ouais, qui était notre raison d'être finalement ici, parce que c'est un véhicule extrêmement important, innovant, original, et on a osé casser des codes esthétiques, et ça nous a permis de mettre ce véhicule en face d'un maximum de personnes, sans même de parler clients, mais de personnes, pour avoir le ressenti. Et aujourd'hui, c'est à peu près 20% des commandes qu'on a enregistrées. Donc on est extrêmement satisfait à la fois de la réception du véhicule, mais aussi du fait qu'on concrétise assez rapidement en termes de commandes. Qu'est-ce qui a changé finalement pour Peugeot aujourd'hui? Est-ce que la marque a changé? On parle souvent du mondial. On dit le mondial a changé, le monde a changé en 4 ans parce qu'on est passé d'une période à une autre. On a de nouvelles innovations, de nouvelles solutions. Est-ce que vous aussi, vous êtes une nouvelle marque et pas seulement par le logo? Ce qu'on essaye de faire, c'est de conserver ce qui fait que Peugeot est Peugeot, c'est-à-dire un certain style intérieur, extérieur, une conduite originale et exceptionnelle, mais aussi évidemment coller le plus possible aux dernières technologies qui font que nos clients s'y retrouvent avec nos véhicules en matière d'électrification et d'hybridation. Exactement. Puis en plus, en 4 ans, vous avez changé aussi parce que vous faites partie d'un groupe qui est très important. 13 autres marques. Certaines d'entre elles sont venues. Vous étiez à côté de vos amis de Jeep, par exemple, qui étaient venus avec leur première Jeep tout électrique. Quand on vous dit que le monde a changé en 4 ans, on n'aurait jamais imaginé une Jeep tout électrique. Il faut quand même le dire. Est-ce que Peugeot sera là au prochain mondial? Vous êtes en train de prendre des engagements devant Serge Gachot, là. Ça, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Évidemment. Mais en tout cas, est-ce que les amoureux de la voiture, est-ce que les amoureux de Peugeot seront là au prochain mondial? On peut se dire que oui, ils étaient là. On peut dire aussi que le public aimait encore la voiture. Ça, c'est une leçon qu'on peut tirer, notamment par l'âge moyen du public qu'on voit ici. C'est-à-dire que non, quand on a moins de 18 ans ou alors quand on a moins de 25 ans, on n'a pas tendance à détester massivement la voiture. C'est absolument exact. Et nos équipes commerciales sont le reflet, si vous l'avez remarqué, de cette jeunesse qu'on attire vers une marque qui se renouvelle sans cesse et qui n'est pas une marque réservée à certaines catégories, mais qui est évidemment généraliste avant tout. Est-ce que tout le monde a besoin de se déplacer, Serge Gachot? Oui, c'est un peu la fête tous les soirs sur leur stand. Donc, effectivement. Non, vous avez parlé du sourire de vos équipes, des exposants en général, on peut dire, mais aussi des visiteurs. Ça, c'est très impressionnant. Nous, on a fait beaucoup de pédagogie aussi, notamment avec l'AVER, la plateforme automobile, pour expliquer, décrypter les offres. Mais en regardant de près, on s'est rendu compte, juste pour donner 2 exemples peut-être, on a 2 nouveaux constructeurs français de voitures à hydrogène. Et derrière, Opium et Namix, Opium et Namix, voilà. Et juste derrière, on a un espace mobilité professionnelle électrique à hydrogène, notamment l'hydrogène. Quand je discute avec justement vos collègues de Peugeot, Citroën et de Ivia, qui est la joint venture entre Renault et Plug Power,
ils me disent que les visiteurs ont vraiment beaucoup d'informations déjà, qui connaissent l'hydrogène pour une grande partie. Ouais. Ça, c'est exceptionnel. C'est très intéressant. Deuxième point, les essais routiers. On en aura fait, je pense, plus de 3000 à ce soir. On en avait fait 2400 hier soir. Et j'ai demandé les chiffres, etc. Et sur les 2400, il n'y a que 24% des gens qui ont fait des essais routiers qui conduisaient pour la première fois une voiture électrique. Donc ça, c'est quand même très, très impressionnant. Et le deuxième indicateur, c'est que 99% étaient convaincus complètement de la voiture électrique aussi. Ça, c'est fait. Et troisièmement, 48% des intentionnistes à moins d'1 an. C'est ça. Donc en fait, les gens, bien sûr que le consommateur, l'automobiliste est un peu perdu, il y a beaucoup de changements, mais il y en a qui, pour reprendre le slogan de l'ancienne pub Total, qui ne sont pas là par hasard. Exactement, et on ne vient jamais au mondial aussi par hasard, ça c'est important. L'innovation va continuer, en tout cas on peut vous remercier d'être venu, d'être revenu comme toujours, la marque au Lyon pour Peugeot. Christophe Prévost, directeur du commerce France de Peugeot. On rappelle dans quel hall on peut visiter? Le hall 4. Exactement, le hall 4, vous rentrez, c'est sur la gauche, vous ne pouvez pas les rater. Vous suivez le son du lion et Su- normalement vous y arrivez. Le C'est vrai rugissement qu'il du y a lion. rugit à chaque commande, c'est ça? Exactement. Voilà, oui, donc c'est il fallait ça. se mettre à côté du lion pour avoir la Il y aura réponse. encore une fête, c'est la dernière question aussi. Encore une fête ce soir ou pas? C'est possible. C'est possible, c'est plus que probable. Vous savez où aller, en tout cas, c'est plutôt une bonne idée. On parlait des jeunes, parlons de l'innovation qui a marqué aussi ce mondial. Il est temps de saluer notre invité aussi et de le féliciter. Antoine Desferré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tolv, Exactement. Grand Tolv. Prix Innovation. On rappelle, ce que vous faites concrètement, c'est que vous transformez les voitures. Comme on transforme les sièges, ça peut arriver. Vous prenez une voiture thermique, vous la changez en électrique. En un mot, c'est du rétrofit. C'est un des mots que le grand public a découvert. Exactement. Exactement, on prend des véhicules parmi nos clients qui ont en général des flottes ou alors qui sont des artisans, des collectivités. On récupère leurs véhicules, on les amène sur une usine. Pour les Renault Trafic, notre usine est à Grenoble. Pour les Renault Master, on a signé un accord avec le groupe Renault et ce sera fait dans leur usine de Flins, Ouais. dans l'ouest de la France. On enlève toute la chaîne de motorisation thermique et on y met une chaîne de motorisation électrique, donc moteur électrique, batterie, écran tactile. Et en 48 heures, le véhicule repart, critère zéro. Comme zéro neuf, émission, c'est la etc. même enveloppe, sauf qu'à l'intérieur, tout a changé. Exactement. Ça, c'est important. En plus, vous parlez du Master. Il y a d'autres modèles aussi que vous espérez, que vous allez rétrofiter au fur et à mesure. Et le Master, c'est d'autant plus important pour les artisans qui se déplacent en ville et qui pourront bientôt plus le faire. Exactement, il y a des contraintes qui sont en train d'arriver. Je pense que l'intégralité des personnes qui ont visité ce mondial de l'auto ont eu cette question à un moment ou à un autre. Quand est-ce que je devrais arrêter de circuler avec mon véhicule diesel dans Paris ou dans une autre ville de laquelle ils viennent donc en se basant là-dessus, il y a effectivement toute la pédagogie qu'on doit faire sur le sujet, mais il y a aussi la question des solutions qu'on peut leur apporter. D'une part, donc cette réponse qu'on peut apporter au public, et d'autre part, il y a des transitions qui sont en cours dans le milieu de l'automobile et dans l'industrie de manière générale en France, qui se traduisent par différents mouvements, des nouvelles gammes de véhicules, des nouveaux processus de fabrication, des nouvelles chaînes d'approvisionnement de plus en plus européennes, de plus en plus locales, avec de l'industrie de plus en plus présente à nouveau sur le territoire français. Et c'est une bonne occasion de rappeler tous ces éléments et de les remettre en avant. Et sachant qu'en plus, il faut le dire, quand on parle de rétrofit, on n'a pas encore trouvé de terme français pour traduire. Donc ça, on cherche encore le gallicisme. On imagine dans 2 ou 3 ans, l'Académie française nous en apposeront un qui nous surprendra peut-être. Mais c'est écolo dans le bon sens du terme, le rétrofit, parce que vous prolongez la durée du véhicule. On n'a pas besoin d'en fabriquer un nouveau. Exactement, on se base sur un véhicule qui est déjà existant, donc on a fait beaucoup d'études d'analyse de cycle de vie, l'ADEME en a fait également, et on est 2 fois moins polluant qu'un véhicule électrique neuf et 4 fois moins polluant qu'un véhicule thermique neuf sur la même durée de vie, puisqu'on se base sur une enveloppe qui est déjà là. Donc d'une part, c'est un peu plus écolo puisque on conserve une enveloppe qui est existante, et d'autre part, c'est aussi meilleur pour le porte-monnaie parce que c'est en moyenne 2 à 3 fois moins cher qu'un véhicule électrique neuf. Donc pour tous les professionnels qui n'ont pas forcément de solution neuve ou qui ont besoin d'un véhicule pour des besoins métiers, c'est une réponse parfaite. Alors bien sûr, c'est réglementé, ce qui est normal, hein, le rétrofit. Normal. Imaginez pas amener une 2 chevaux et y mettre un moteur de Tesla, c'est pas possible. Une des contraintes, c'est qu'on peut pas aller plus vite ou plus fort que ce qu'on faisait avec le moteur initial.
spécial comme ça, c'est moins dangereux. Exactement, exactement. Il y a tout un set de règles à respecter. Il y a des homologations qui sont importantes, qui sont exactement les mêmes que celles qui sont réalisées par les constructeurs, sauf les crash tests. Mais tous les autres éléments sont faits au même état de l'art que les constructeurs. Donc pour nous, participer à ce salon de l'automobile, c'était aussi souligner notre entrée dans une nouvelle cour, entre guillemets, et c'est dans la cour des constructeurs. Et c'est en ce sens que on est ravis d'avoir été ici pour la première fois, puisqu'on espère que ça inaugure une longue série de présences de plus en plus importantes pour nous, et qu'on pourra aussi faire la fête et signer des commandes sur nos stands dans 2 ans et dans 4 ans. Avoir le même stand que Peugeot. Tiens, comment vous accueillez ces jeunes pousses, justement, quand on représente, quand on est directeur du commerce France d'une grande marque comme Peugeot? Je crois que la période, elle oblige à être humble et à ouvrir grand les yeux sur ce qui se fait. Après, est-ce qu'on est sur des modes de substitution ou sur du complément? On verra. Voilà, exactement. Donc on reste complètement ouvert, observateur et parfois acteur quand il nous semble qu'il faut y aller massivement. Parce qu'aussi les constructeurs, d'ailleurs, les constructeurs très connus installés ont aussi beaucoup transformé leur modèle, justement. Vous livrez vous faites des activités que vous n'aviez pas auparavant, par exemple. Vous vous adaptez parce que la transformation de la mobilité et la transformation du secteur, c'est un des mots d'ordre de ce salon. C'est un salon de la mobilité aussi, justement, Serge Gachot. Oui, enfin, surtout de l'automobilité. Hein. L'automobilité. On ne voulait pas diluer l'automobile. On n'est pas venu effectivement pour le vélo. Voilà, on n'est pas venu pour le vélo, exactement. Mais c'est vrai que, bon, moi j'étais dans le jury du concours de start-up, donc voilà, félicitations. Mais juste à côté, là, il y a 2 acteurs aussi, donc Lore Moto et Rêve Mobilité. Oui. Qui font à peu près la même chose, plus ou moins, et qui ont aussi énormément de contacts. Enfin, c'est très intéressant. Ça bouge vite. Et il faut qu'on puisse proposer toutes les solutions en pensant aussi, toi tu as parlé de la rapidité, effectivement, il y a aussi l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à faire la transition énergétique si ce n'est pas à peu près accessible. Donc voilà, il y a des propositions de valeur très intéressantes avec un loyer. Là-bas, c'est des Twingo qui sont complètement remises à neuf et rétrofitées, mais pas que. Voilà, il faut que le plus grand nombre puisse accéder à cette mobilité et on peut pas, c'est pas avec quelques acheteurs de Tesla ou de gens qui ont une voiture de fonction qu'on va y arriver, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Exactement, c'est aussi pour ça que vous voyez par exemple parfois des bricoleurs, vous avez des inventeurs, vous avez comme tout à l'heure Monsieur Hoovers qui a mis au point sa voiture solaire à Amsterdam, il y en a pour tout le monde. Alors lui il était dans les finalistes du concours de start-up et du coup il a été hébergé, donc on lui a dit un lundi soir tard et mercredi la voiture solaire était là. Elle est juste là-bas dans le coin. Ouais. Ça se développe quand même très vite. Christophe Prévost pour Peugeot. Oui, sur l'accessibilité qui est un sujet absolument fondamental parce que c'est pas qu'un sujet de profit, c'est un sujet de société. Tout le monde doit avoir accès à l'électrification et à la transition énergétique. Et ce que les véhicules électriques et globalement hybrides rechargeables nous apprennent, c'est qu'on est entré dans un mode de location. Parce que les technologies bougent énormément, parce que les prix sont plus importants. Donc on est sur un système de location qui va commencer à générer à partir de l'année prochaine beaucoup de retours de location. Lesquels véhicules seront vendus en occasion, là aussi avec un cycle de location. Donc voilà, on rentre maintenant dans un cycle d'accessibilité qui va être bien plus élargi qu'actuellement, où on est en train d'équiper le marché globalement avec des offres de ce type, électrifiées globalement. On a vu des nouveaux acteurs aussi. Voilà, ça je voudrais, effectivement. Bon, déjà, les constructeurs ont fait des efforts considérables, mais on a des nouveaux acteurs aussi, voilà, enfin, du monde de la distribution, comme Cosmobilis, qui a un très beau stand, ou le Crédit Agricole, qui vient un peu en force, le Crédit Agricole, le Consumer Finance. Voilà. Et tous ces acteurs veulent vraiment aussi proposer des... je vois BNP là dans mon champ de... voilà, bon, veulent proposer des solutions. De toute façon, vous en vexerez un ou deux. Non, mais c'est important, et c'est important notamment pour les jeunes aussi. Voilà, il y a de plus en plus de solutions et beaucoup d'acteurs y travaillent. Donc vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir 30 ou 40 000 euros sur votre compte tout de suite, ou alors de pouvoir les emprunter pour pouvoir vous déplacer. Et ça, c'est l'enseignement aussi, plutôt la confirmation de ce mondial. Oui, enfin, les chiffres montrent, même avant le mondial, qu'on est de moins en moins propriétaires et de plus en plus utilisateurs. Voilà. Bon, alors, vraie question quand même pour l'amoureux de la voiture que vous êtes. Est-ce qu'on est encore sentimental, Serge Gachot ? Oui. Et pourtant, on n'est plus propriétaire, on n'a plus besoin de posséder. Oui, mais ça n'empêche pas. Alors, c'est quoi il vient d'où le plaisir, le sentiment, il est où ? Non, mais il y a beaucoup de passion. Enfin, quand on voit je veux dire, c'est complètement rempli à craquer. Hier aussi. Moi, je vois des sourires, voilà, et je vois des visiteurs plus jeunes aussi, plus de femmes. Enfin,
je trouve que voilà, ça ne laisse pas indifférent. On est assez pointé du doigt. En termes d'émissions de CO2, on représente que 17%, enfin le transport routier, 17% des émissions globales. Moi, je trouve que l'industrie est hyper vertueuse. Enfin, on a fait des progrès énormes. Donc, il n'y a pas à se cacher sous la table. Mais il faut qu'il y ait la passion. Si les voitures deviennent juste une commodité pour aller de A à B, qui a aucun plaisir de fun to drive, à ce moment-là, il y aura toujours le plaisir de conduire, de se déplacer. C'est aussi un message qu'on peut faire passer peut-être à ceux qui ont essayé de faire l'événement hier et avant-hier, des manifestants. On a beaucoup d'idées reçues contre le monde de l'automobile. Comment vous avez accueilli ça, vous, par exemple, chez Peugeot, ce genre de... on a parlé par moment d'autophobie ou alors d'automobile bashing, pour reprendre un terme anglais. Comment on y fait face quand on travaille dans une grande entreprise automobile ? On a effectivement le sentiment qu'il faut mieux communiquer en réalité. Pourquoi ? Parce que les efforts, on les fournit, les milliards d'euros d'investissement pour créer des entreprises de batteries, pour accompagner tous ces mouvements qui sont absolument fondamentaux, exigent des ressources qui sont importantes et qu'on ne peut pas imaginer sur une période de 2, 3, 4 ans. Donc, à nous de communiquer sur le fait que nos véhicules sont accessibles avec des modes qui sont des modes plus de location que des modes d'achat, qu'effectivement, aujourd'hui, il faut de plus en plus regarder l'économie à l'usage d'un véhicule et pas simplement son loyer ou pas simplement son prix. Voilà, mais ça, c'est nous des efforts que nous faisons. Et quand on est sur un salon comme celui-ci avec des centaines de clients chaque jour, c'est évidemment pour l'occasion pour nos équipes de présenter tout ça et de faire en sorte que le client reparte avec beaucoup plus d'informations fiables sur le sujet. Et puis en plus, on propose de nouvelles solutions justement qui sont bonnes pour la planète. C'est aussi pour ça, c'est aussi le message qu'on peut faire passer. Oui, exactement. Et nous, peut-être pour répondre aussi à votre question précédente, on est assez jeune, on a créé cette entreprise il y a relativement récemment, c'était il y a 3 ans. À titre personnel, j'y connaissais absolument rien au monde de l'automobile. Et je peux vous dire qu'on est ultra loin de beaucoup d'idées reçues sur le secteur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'extérieur, c'est un secteur qui bouge énormément, qui est très ouvert. Nous, quand on a commencé notre entreprise, toutes les personnes extérieures nous disaient mais les constructeurs vont vous fermer, ça sert à rien, etc. C'est pas du tout le cas. On est accueillis à bras ouverts quasiment partout, on échange souvent, on a des collaborations à mener, on porte des innovations ensemble. Et je pense que c'est vraiment un secteur qui va continuer à se développer, qui est loin d'être en déclin. L'inquiétude sur les émissions de CO2 ou autres, c'est clairement une inquiétude qui est légitime, mais c'est un secteur qui change et qui continue à innover. On est ravis d'y contribuer, il y a plein d'autres acteurs qui le font ici, et je peux vous dire que c'est très très loin des idées reçues sur le secteur automobile. Exactement. Non, mais la liberté de mouvement, enfin, c'est fondamental. D'ailleurs, votre président le répète régulièrement, donc la liberté de mouvement. Et d'ailleurs, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, les microcars. On en a parlé il y a 1 heure sur ce plateau même, les micro-voitures. On a 10 constructeurs. Alors Exam, tout le monde presque connaît, mais il y en a 9 autres. Et sur les 10, il y a 8 acteurs européens, 4 français. Enfin, ça bouge. Citroën, alors malheureusement, ils ne sont pas là, mais on vend très bien l'Ami. Donc c'est une nouvelle tendance aussi, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Et en plus, on peut le dire, le mondial a tapé fort dans ce domaine-là parce que vous avez battu le record des autres salons. Puis il y a aussi une compétition entre salons, c'est important aussi. Donc à l'heure du bilan, on peut faire passer le message en tout cas. Oui, je crois qu'il n'y en avait que 2 à Munich, il me semble. Il y en a 10. Schade, comme il dirait. Exactement, nos amis allemands. On peut parler aussi de ces autres nouveautés, parce que malgré tout, on a beaucoup parlé d'hydrogène aussi quand même. Vous en parliez à l'instant, j'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu, parce que, d'abord, on est tous chauvins ici, on est tous français, donc quand on voit des marques françaises qui développent, françaises ou franco-marocaines d'ailleurs, pour Nami qui développe des nouveaux prototypes, on est plutôt fiers, on a envie que ça marche. Il y en aura d'autres. Oui, ça c'est impressionnant. Effectivement, déjà la couverture presse. C'est-à-dire que certains ont eu en quelques jours une notoriété qu'ils auraient peut-être mis des années à atteindre. Donc ça, c'est incroyable. En plus, le design des 2 voitures est juste hallucinant. Donc, je parle d'Opium, la Machina et du HUV de Namix. Voilà. Les 2 ont décidé de faire ce qu'on appelle des précommandes. Donc, l'un demande un acompte de 666 €, l'autre 1000. Et ils sont déjà tous les 2. Il y en a un qui a dépassé les 1000 précommandes et l'autre qui devrait y arriver ce soir. Derrière, moi, quand je suis allé voir vos collègues au bout de 2 jours, ils m'ont dit, mais c'est fou. Enfin, comme je dis tout à l'heure, les gens connaissent, mais ils ont des acteurs du privé, d'entreprise, mais aussi des collectivités locales qui sont très intéressées pour renouveler leur flotte. Il y en a qui sont venus de Strasbourg ou de Toulouse pour essayer la voiture. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça bouge. Et moi, je suis content en tant qu'organisateur qu'il n'y ait pas
une solution unique, voilà, et qu'on puisse montrer quand même que... Pas seulement la batterie, puis en plus l'avantage de venir de Strasbourg ou Toulouse, c'est que ce sera possible sans avoir à recharger quand on sera en hydrogène, si ça marche. Hein. C'est 1000 km à peu près d'autonomie. Oui, on va dire autour de 800 et voire un peu plus. Oui. Bon, ça dépend aussi de la conduite, mais effectivement, l'autonomie et le temps d'un plein, c'est à peu près 4 minutes. Donc Parlons des autres nouveautés du mondial. On était sur Mobility TV avec le patron du groupe Stellantis qui regroupe Peugeot mais aussi toutes les autres marques, Carlos Tavares, qui disait nos concurrents de demain, il parlait de tous Stellantis, dont vous, ce sont ces constructeurs chinois qui sont venus aussi en force. C'est une nouveauté, il faut le saluer. Notamment, en tout cas, on peut parler de Great Wall Motors, on peut parler aussi de ce constructeur vietnamien qui est venu aussi pour la deuxième fois, VinFast exactement. On peut parler de BYD. Là aussi, c'est un des événements du mondial. Alors, comme j'ai dit au tout début de cette intervention, nous, notre ADN, c'est de montrer l'automobile de demain. Ouais. Bon, BYD... juste pour ceux qui ne connaissent pas bien, ils ont vendu en Chine, qui est le premier marché de loin, au mois de septembre, plus de 200 000 voitures en un mois. Bon, c'est-à-dire c'est plus que tout le marché français réuni. Donc nous, on est ravis en tant qu'organisateurs qu'ils soient ici parce que ça, c'était un fabricant de batteries. Bon, donc il faut surveiller de près. Et quand les gens descendent de leur voiture après des essais, ils sont juste dithyrambiques. Bon, on est content de les avoir. Je trouve que le mondial de l'auto, on doit avoir ces acteurs. Après, s'il y a un peu des Chinois qui arrivent, c'est aussi une conséquence de décisions politiques. Enfin, c'est pas le mondial de l'auto qui a dit qu'en 2035, il faudrait qu'il... Vous ne pouvez plus immatriculer de voitures thermiques. Et vous, ça vous motive? Comme Carlos Tavares, votre patron? Forcément, mais moi je voulais rajouter une petite chose qui est importante. J'ai eu la chance de travailler au Japon 4 ans et demi. Oui. Je m'occupais aussi de la Corée. Et j'aimerais bien que ces pays ouvrent leurs frontières, notamment sur l'aspect normatif, à l'identique que ce qu'on est en train de faire en Europe. On est un petit peu naïf en Europe, peut-être. On est plus accueillant que les autres. Merci en tout cas pour vous d'être venu, Christophe Prévost, directeur du commerce France pour Peugeot. Merci à Peugeot d'être venu, d'avoir retenu en tout cas, d'avoir relevé le défi. Tout simplement, j'aimerais qu'on accueille notre autre invité, Bertrand Lesage, directeur général de Wattpark. Merci à vous, Christophe Prévost. Bertrand Lesage qui va nous rejoindre sur le plateau de Mobility TV, directeur général de Wattpark. Bienvenue à vous. Vous allez vous installer ici, prendre ce micro. Vous allez rester bien sûr, Serge Gachot. On va continuer à parler des bilans de ce mondial. On va présenter Wattpark. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas encore. Bonjour à vous en tout cas et bienvenue. Bonjour, merci Bertrand Lepage. Bienvenue à vous Bertrand Lesage, en tout cas directeur général de Wattpark. Qu'est-ce que c'est Wattpark pour ceux qui sont tout autour de nous? Alors, Wattpark, on est qualifié comme le Airbnb des bornes de recharge, c'est-à-dire qu'on propose un écosystème de recharge pour véhicules électriques qu'on peut partager et monétiser et donc générer de nouveaux revenus. Exactement. Donc en gros, cette question qu'on commence toujours à se poser lorsqu'on a peur de rouler électrique, est-ce que je suis sûr de pouvoir recharger grâce à Wattpark? Ce sera plus facile. Comment ce sera plus facile? Vous m'avez parlé d'écosystème. Ça veut dire que j'ai des bornes, mais j'ai pas que ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors nous, on a commencé par la tech, c'est-à-dire qu'on a avant tout une plateforme et un protocole de communication qui permet de fonctionner en fait dans tous les territoires et en particulier dans les zones blanches. Et en fait, in fine, on a été amené à produire notre propre borne de recharge et étant donné que la demande est explosive, eh bien en fait, nous sommes en train de basculer de l'étape de start-up à start-up industrielle. Ouais. C'est-à-dire que notre production est en train de se mettre en route dans le Saumurois, dans le Maine-et-Loire, pour pouvoir produire plus de 30 000 unités dès l'année prochaine et répondre à cette demande. Alors ce qui est important, c'est que non seulement vous créez des bornes, mais en plus vous créez de l'emploi en France. Et ça, c'est important aussi de vous saluer pour ça, parce que ces jeunes entreprises, c'est ce qu'elles font. C'est pour ça qu'on est ravis de les accueillir au Mondial. Concrètement, grâce à Wattpark, je sais où je trouve mes bornes. Je sais si elles sont disponibles, c'est ça? Vous pouvez surtout les réserver, c'est-à-dire que quand vous planifiez en fait votre déplacement en véhicule électrique, et bien en fait c'est une autre façon de se déplacer qu'un véhicule thermique. Donc vous faites attention, vous dites bah tiens je vais aller à tel endroit et la réservation, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais permet justement de pouvoir sécuriser votre emplacement et une recharge, peu importe où vous vous trouvez, dans une grande ville ou en dehors dans une zone rurale. Donc à aucune étape de mon trajet, je râlerai en me disant ça y est c'est complet, il faut que je reparte, avec en plus le stress de... Bon c'est vrai qu'on s'est habitué à plus avoir de batterie sur notre iPhone, c'est un des risques de plus avoir de batterie sur sa voiture et c'est beaucoup plus angoissant parce que personne n'a envie de se retrouver en panne. Donc c'est pour ça que c'était important pour vous de proposer cette solution. Elle vous est venue comment cette idée?
Eh bien, en fait, c'est l'idée qui vient de mon père à la base. Donc, je travaille avec mon père. Alors, c'est pas du tout une boîte familiale, mais en fait, on travaille un peu en famille. C'est Et une en fait, idée familiale, c'est déjà ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'il roule en électrique. Donc, il est passé par les premiers modèles, en fait, c'est-à-dire la C0. Enfin, c'était une Mitsubishi à l'époque, IMIEV. Donc, c'est des petites autonomies. Et il fallait à chaque fois trouver, surtout qu'on vient de ces zones blanches, il fallait trouver des moyens de pouvoir se recharger dans ces territoires. Et c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée, justement, lorsqu'on tapait au porte-à-porte des gens en me disant est-ce que je peux venir me charger chez vous? Vous n'auriez pas une borne? Effectivement, ça devait être bizarre au début. On rend ça juste plus simple et parce que de l'énergie, vous en avez partout autour de vous. L'idée, c'est d'avoir un cadre en fait où vous pouvez le faire et nous, on s'occupe de créer une communauté. Donc c'est comme le Airbnb, tout simplement, mais pour les bornes de recharge, j'indemnise évidemment celui chez qui je recharge par définition et ça permet en plus aux gens, on fait des rencontres, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Pour le coup, on crée justement du social et en fait des échanges entre les propriétaires de bornes qui font parfois effectivement ça pour monétiser, mais d'autres le font en fait dans le cadre d'une action en fait citoyenne et écologique en mettant à disposition. Parce qu'aujourd'hui, on manque encore, et même s'il y a une accélération de bornes publiques, eh bien, du coup, il faut créer des réseaux de recharge justement secondaires et on s'inscrit dans cette démarche-là. Vous devez avoir à peu près le même âge qu'Antoine Desferré qui est à côté de vous. En tout cas, vous êtes tous les deux la preuve que c'est possible encore de créer sa boîte, de venir avec un concept surtout, de l'industrialiser, pourquoi pas, et de se lancer. On peut créer des emplois en France. Oui, on peut. Je pense qu'on en est effectivement tous les deux des témoins et surtout, il n'y a jamais eu de meilleur moment où dans les 30 dernières années, ça n'a jamais été que ce soit aussi simple de créer une entreprise, aussi simple de trouver des aides, d'être soutenu, que ce soit par les pouvoirs publics qui sont extrêmement ouverts à toutes les discussions qu'on peut avoir avec eux. Roland Lescure, qui était de visite ici sur le Mondial de l'automobile, a par exemple annoncé une enveloppe de subvention de 20 millions d'euros pour industrialiser le secteur du rétrofit, notamment. Il y a des industriels qui sont là. Je vous ai mentionné le partenariat avec Renault Group qu'on a de notre côté. Mais clairement, ils ont été à l'écoute alors qu'on parle de deux tailles d'entreprise qui sont absolument différentes. Donc clairement, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour créer une entreprise, pour embaucher. Et aussi parce qu'il y a des secteurs qui sont intégralement en transition et pour lesquels il faut replacer de l'emploi, recréer des formations. On parle beaucoup des formations de la réparation automobile de manière générale. Des personnes qui faisaient de la réparation sur des véhicules thermiques, il faut les former à une nouvelle mobilité, à des nouveaux moteurs, des nouvelles technologies. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'opportunités aujourd'hui. Il faut réussir à les saisir. Nous, on a créé cette boîte il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est 35 et dans 12 mois, on sera 60. Donc clairement, c'est que le début. Et en d'autres termes, Antoine Desferré, grâce à vous, dans 15 ans, je pourrais encore, en théorie, rouler avec ma vieille voiture. Et grâce à vous, je pourrais la recharger, ce qui est quand même plutôt pratique. C'est un joli écosystème que vous nous avez réunis à ce mondial. Vous avez été surpris ou pas? Oui, parce qu'en fait, on savait qu'en raccourcissant la durée, que ce serait plus intense quand même. Hein. Mais c'est vraiment intense au point où les uns et les autres peuvent faire des ventes ou des précommandes, évidemment informer, être visibles. C'est vrai ce que tu as dit. Bon, le président de la République est venu quand même pendant 5 heures, lundi, avec 5 ministres. Bon. Mais ce que j'ai remarqué qui m'a frappé, avant, il y avait 2 journées presse, les dirigeants avaient été là 2 jours et repartaient. Là, beaucoup de dirigeants, des petites structures, c'est normal, c'est eux qui tiennent le stand, mais enfin, d'autres, ils sont restés là toute la semaine, ils ont mis leur bureau ici. Ouais. Et du coup, il y a eu beaucoup de discussions. De décisions dans certains cas, des deals comme celui annoncé hier, énorme, hein, 1,2 milliard, c'est juste énorme pour une société comme Opium. Et nous-mêmes... Opium et Crédit Agricole, on le rappelle justement, qui sont tombés d'accord. Voilà, 1,2 milliard, donc en fait, le Crédit Agricole va acheter 10 000 Opium Makina à partir de 2025 pour les louer en leasing ou autre à leurs clients. Bon, ça c'est incroyable. Et donc, nous-mêmes, enfin moi je connais pas mal l'écosystème, j'ai beaucoup travaillé chez des constructeurs automobiles, je suis passionné d'automobilité. Nous-mêmes, on a facilité des rencontres aussi. Il y a des discussions, ça aboutira peut-être après. Le concours de start-up était une opportunité aussi. Enfin, et je trouve que le fait que les patrons soient restés jusqu'à aujourd'hui, ça a vraiment permis d'accélérer et il y a beaucoup d'opportunités. C'est quoi pour vous le poste de directeur du Mondial Auto de Paris? Entremetteur d'abord, facilitateur, maître de cérémonie? Oui, un peu de tout ça. Ouais. Mais en fait, nous, on veut vraiment, comme je disais, être une vitrine de l'automobile de demain et faire la fête de l'automobile. Et effectivement, si on peut faciliter... En fait, si les exposants sont très satisfaits, ils vont avoir envie de revenir, d'avoir un plus grand stand, un plus beau stand. BNP, cette nuit, a mis la DeLorean dessus. Ils nous ont dit déjà qu'ils voulaient la prochaine fois être dans le hall 4. Bon, et plus il y aura de belles choses à voir, intéressantes pour le public, plus le grand public viendra. C'est censé être quand le prochain? Voilà, dans 2 ans, octobre 2024. On vient au format. Alors justement, nous, on avait raccourci
C'était un peu une demande. Et là, les constructeurs qui voient que ça marche vraiment bien. Renault, par exemple, nous a dit, et Luca De Meo, que je connais, j'ai travaillé avec lui chez Toyota Europe il y a longtemps. Le patron du Arnaud groupe Belloni, Renault. voilà, ils nous ont dit, mettez 2 week-ends quand même. Voilà. Ouais. Mettez au moins 2 week-ends. Ne serait-ce que parce que le week-end, voilà, comme quand on vous voit voyez. voilà. Mais Alors, donc on va mettre 2 week-ends. Et Peut-être que certains d'entre vous étaient là il y a 2, 3 ou 4 jours. Il y avait un tout petit peu moins de monde, c'est normal, c'est le week-end, vous êtes venus en force. En plus, c'est les vacances. ouais, Donc ça permet à tous les amoureux de l'automobile, ouais. sous toutes ses formes, de venir quand ils ont le temps de le trouver, ce temps en tout cas. Exactement. Oui, oui. Donc, objectif de week-end, le message que Paris a à faire passer aussi au monde de l'automobile, parce qu'on était quand même très attendu. Justement, on nous a attendu 4 ans aussi. Certains se disaient est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas. Qu'est-ce qu'on répond? Bah, écoutez, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Il suffit de regarder, et je crois que certains constructeurs pas présents se disent quand même qu'ils ont sans doute eu tort quand on voit que pour un investissement raisonnable, il y a des bénéfices énormes. Je ne vous parle pas de tous les acteurs. Là, je vois Christian, enfin, lui, il était avec des scooters électriques. Au bout de 2 jours, il me dit j'ai vendu 1 an et demi de production actuelle. Non, mais au bout de 2 jours, actuelle. Enfin, Incroyable. donc évidemment, il va augmenter ses capacités de production. Mais Ça vous donne des idées d'ailleurs, vous deux. Hein. non, il était en finale dans les finalistes aussi du concours de start-up. Mais c'est ça de tous les côtés, c'est-à-dire des commandes. Donc je me dis, c'est pas possible, alors que c'était pas cher de venir, de dire que les salons, ça se renouvelle pas, que c'est un peu ringard. Exactement. Voilà. Et le public est là aussi. Il y a des solutions intéressantes. Il y a de l'abonnement, pas cher du tout. Enfin, un peu comme Netflix, on peut se désengager. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Il faut juste creuser un peu, prendre du temps. Puis il y a des nouveautés aussi. Et il y a On peut quand beaucoup de même saluer nouveautés. Il y a beaucoup Une de des nouveautés. sensations, les youtubeurs de Oui, Villebrequin. alors, oui, Villebrequin, évidemment. Il Oui, fallait ça, quand c'est même sûr. voir la file d'attente qu'il y avait tout autour. Il faisait plusieurs c'est fois le tour incroyable. du stand par moment. Alors, On avait l'impression oui, d'être pour à aller Disneyland à, certains à la endroits. roue du forçage, là, oui. Alors, Exactement. Alors Villebrequin, c'est absolument incroyable. Avant, les influenceurs, ils se promenaient un peu dans les allées, ils Oui. faisaient leur travail. Bon, là, mais c'est des vrais pros de l'automobile, hein, quand même. Je veux dire, ils adorent. Il y en a un Vous qui pouvez a regarder travaillé leur chez chaîne Valeo. YouTube, en tout cas sur. Voilà, regardez, voilà. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent. Bizarrement, d'ailleurs, c'est que les jeunes, pas que tout le monde, d'ailleurs, tous les âges, évidemment. Avant, en gros, ces influenceurs, ils venaient au mondial pour rencontrer eh bien, les amoureux de l'automobile ou alors les professionnels. Maintenant, c'est le contraire. C'est les amoureux de l'automobile qui viennent aussi au mondial pour rencontrer les Ouais. influenceurs. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'il y a certains constructeurs qui n'étaient pas là. Et quand on voit que Villebrequin a un stand de 540 mètres carrés avec une voiture qu'ils ont eux-mêmes développée, hein, enfin, tout le monde connaît l'histoire du pari un peu fou. Mais quand on regarde les autres voitures sur le stand, enfin, il y a quand même une Pagani Huayra Roadster BC. Enfin, il y a des voitures juste dingues. Et ils ne sont pas du tout en concurrence avec Non. les constructeurs parce qu'ils s'intéressent moins aux voitures neuves. C'est ça. Et tous leurs voisins, ils ont donc un Chinois, un Vietnamien, un Suisse et Renault, le groupe Renault juste à côté. Tout le monde est ravi, même si, comme vous dites, parfois la file déborde sur Après, les ça stands. déborde. Bon, il y a eu 2 ou Mais 3. c'était l'émeute là, enfin, vendredi, c'était oui. C'était effectivement. Qu'est-ce qu'on retiendra? Les grosses nouveautés. Je sais que alors vous pouvez pas citer tout le monde. Vous risqueriez d'en vexer beaucoup. Ce serait pas volontaire. Donc peut-être un coup de cœur inattendu pour vous. Bon, moi, je trouve quand même que, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'avoir des exposants vraiment hyper satisfaits Ouais. et du public là au rendez-vous. Ça, c'était incroyable et qui ont compris un peu ce qu'on essayait de faire, de montrer le monde automobile de demain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi la clé. Je crois qu'il faut qu'on capitalise dessus. Après, un coup de cœur, oui, il y a peut-être une voiture dont je trouve le design, l'Opium Machina, Allez, voilà, que je trouve assez vous avez extraordinaire. le droit de vous faire plaisir aussi. Ouais, non, magnifique. J'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs hein, chez les nouveaux constructeurs qui arrivent, les décisions qui se prennent vite, etc. Enfin, il faut quand même surveiller. J'espère que ça bougera un peu l'écosystème. Il faut qu'on arrive à sortir des voitures très vertueuses d'un point de vue émission de CO2 à des prix quand même raisonnables. Au-delà Et en des même offres temps, qu'il soit d'accessibilité pratique, parce que c'est ce qu'on demande à pratiques. sa Voilà. voiture, malgré tout, Voilà. pouvoir se déplacer, répondre à un Exactement, besoin. Exactement. Et ça, les réponses, elles Ouais. sont là pour l'instant, elles Oui, continueront. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme nouveauté au prochain salon? Alors, Soyons fous. nous, on a essayé d'être complètement flexible. Hein. L'espace juste derrière de mobilité professionnelle, électrique et hydrogène, il y a 8 mois, on n'était pas du tout. Voilà, on s'est adapté. Donc, je ne peux pas vous dire comment ce sera. Il y aura peut-être des voitures volantes, etc. Mais Un objectif, vous savez d'ailleurs qu'il oui. y a une entreprise qui développe des voitures volantes pour les JO de 2024. oui, non, à tout Paris. Tout à fait. Donc on ira peut-être le mondial jusqu'au Voilà, Bourget, on essaiera peut-être, d'être pourquoi fidèle pas. à notre ADN, en tout cas, le monde automobile de demain, faire rêver, montrer de belles voitures. Voilà, faire attention aux activistes un peu d'extrême gauche, mais en tout cas,
On veut rester dans cette ligne stratégique, Ouais. mais en étant très ouvert aux évolutions. Voilà. Donc s'il y en a d'autres, ce sera peut-être autre chose que des influenceurs, comme je disais, peut-être des voitures volantes. D'autres start-upers, on pourra continuer. Tiens, d'ailleurs, pour un Aujourd'hui, amoureux on en a 70 en tout. Ouais. Et c'est pas de la start-up pour avoir de la start-up. Enfin, je veux Non. dire, elles sont hébergées via la Banque des Territoires derrière, qui est aussi très satisfait. Toi, tu es chez Mobiliance. Enfin, il y en a d'autres qui sont à l'Avers. Il y a une vingtaine de start-up sur le stand de l'Avers. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant. C'est des start-up qui ne sont pas là pour dire qu'on a des start-up, mais pour aider, comme on vient de l'entendre, à transformer, à accélérer la transformation de ce monde de l'automobilité. Prochaine étape, la voiture volante. Tiens, pour l'amoureux de la voiture que vous êtes, parce qu'on peut difficilement faire plus amoureux de la voiture, c'est encore une voiture quand elle vole ou pas? C'est un avion ou c'est les deux? Oui, c'est un peu les deux. Ouais. C'est un petit peu les deux. En tout cas, ça montre aussi que la voiture continue à se transformer, que la mobilité continue à se transformer et que Paris, ou en tout cas la France, Oui. Paris veut- peut être la capitale, je dirais, européenne, voire plus de la mobilité. C'est un laboratoire intéressant. c'est Oui. un laboratoire. C'est pour ça que vous êtes venus aussi. C'est pour ça que le mondial nous avait Oui, manqué. merci à vous. Oui. En 4 ans. Bravo à vous aussi, parce que vous montrez que la voiture n'est pas morte, que les amoureux de la voiture sont toujours là, que les solutions sont toujours là. Ça valait le coup de relever le défi. C'était fatigant, mais c'était quand même C'était sympa. un pari audacieux, mais Ouais. je crois qu'on a. Voilà, quand j'ai vu mardi que c'était déjà rempli jour de semaine, jour de grève, on a juste changé notre tendance. Ces dernières éditions, c'était 62% en dehors de la région Île-de-France. C'est vrai. Et là, la billetterie, on est à 60% de franciliens. Donc les Franciliens, c'est pas que les Parisiens, c'est franciliens, Franciliens en banlieue. général, de la Voilà, et Seine-et-Marne. qui aiment la voiture, voilà, exactement. Exactement. Et qui sont- voilà, Tous ouais. les amoureux de la voiture Ouais. sont les bienvenus à Paris. Tous les innovateurs, les inventeurs aussi, les start-upers. On peut vous saluer encore une fois, Antoine Desferré, cofondateur de Tolv. Bravo pour Merci tout ce que beaucoup. vous faites. Bravo aussi à vous, Bertrand Lesage, directeur général de Wattpark. Le mondial va revenir. Le mondial est toujours là. Le message est passé et surtout les amoureux de l'automobile sont toujours là. C'était important pour nous. Donc merci à vous. On a jusqu'à quelle heure pour visiter les stands? Alors, c'est jusqu'à 19h. Et puis, je voulais vous remercier aussi de votre accueil et puis d'avoir fait partie des médias qui savaient que c'était challenging, difficile, Ouais. mais qui n'ont jamais été négatifs ou dézingués avant que ça arrive. Et voilà. Donc, non, mais j'en profite pour vous remercier, Sud Radio, Mobility TV. Merci Donc, beaucoup voilà. et tous les autres, toute la famille en tout cas de Mobility TV. Ça aurait été dommage qu'on ne s'intéresse pas au mondial. Mobility TV, si c'est le salon notamment de la mobilité de demain, quand même c'était important. Bon mondial, il vous reste quelques heures. Beaucoup de stands, beaucoup de découvertes. Des youtubeurs aussi, allez voir, des inventions, des voitures. Bref, faites-vous plaisir. On s'est fait énormément plaisir pendant cette semaine. Merci à vous tous d'ailleurs de nous avoir suivis aussi sur la chaîne YouTube du Mondial et de Mobility TV. Bon Mondial de Paris 2022 à vous. Merci à vous.